Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal des lycéens, dirigé aujourd'hui par Romain Lecap. Émission diffusée en direct samedi 15 décembre 2012 de midi à 13h30, en différé l'après-midi de 16h à 17h30 et dimanche 16 décembre dans la nuit de minuit à 1h30. Ce libre journal est réalisé par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Libre Journal des lycéens. Au micro, Romain Lecap. Nous allons passer 1h30 ensemble. Dans le studio, de nombreux invités autour du sujet principal qui nous préoccupe, le racisme anti-blanc. Je reçois Gérald Pichon, qui est auteur d'un ouvrage à paraître prochainement chez ID Éditions. Il sortira en janvier 2013. Gérald, bonjour. Bonjour. Cet ouvrage s'appelle Sale Blanc, tout un programme. On va pouvoir discuter de la réalité du racisme anti-blanc, des fantasmes qu'il y a aussi autour. Juste à côté, j'ai Anthony Florent, qui est un jeune militant identitaire. Il est dans nos studios car la mouvance identitaire a été une des premières à mettre le doigt sur ce problème du racisme anti-blanc. Ils avaient lancé une campagne « C'est parce que je suis blanc que tu m'agresses ». Anthony, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Romain, bonjour à tous. Et j'espère que vous pourrez témoigner justement du ressenti des gens que vous avez rencontrés lors de cette campagne, pourquoi vous l'avez menée, étoffer un petit peu la discussion. Julien Rochdy, qui est directeur national du Front National de la Jeunesse, c'est bien ça ? C'est ça. Bonjour Julien. Bonjour. Et là, car le FNJ vient de lancer une campagne avec une belle affiche contre le racisme anti-français. Donc ça nous permettra ensemble peut-être justement de définir ce que vous entendez par racisme anti-français, notamment par rapport au racisme anti-blanc, qui ne sont pas les mêmes choses. Également, pour la seconde partie d'émission, nous recevons deux des principaux rédacteurs d'un nouveau site internet que je vous encourage à visiter vivement. Ce site, c'est nouvelarbitre.com. Nouvelarbitre.com. Ceux qui sont devant Internet en même temps qu'ils nous écoutent peuvent aller faire un tour, ce qui leur permettra d'éventuellement poser des questions dessus, puisque vous êtes invités à appeler le standard de Radio Courtoisie pour nous poser vos questions sur nouvelarbitre.com ou sur le sujet du racisme anti-blanc. Donc je reçois Charles Demeyer, qui est rédacteur en chef. Bonjour Charles. Bonjour Romain, bonjour à tous. Et Alexandre Guillemot, un des rédacteurs de ce site. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Donc une vingtaine de rédacteurs. Vous deux êtes étudiants, la plupart sont jeunes. Donc beaucoup de dynamisme dans cette équipe. Ils nous définiront un petit peu ce qu'est Nouvel Arbitre. Traditionnellement, nous commençons cette émission par les chroniques d'un Français ordinaire de Xavier Delaunay. Il nous l'a transmis depuis Rome et je vais vous la lire après ce petit intermède musical. Rendez-vous des purs, des vrais, des plus chouettes. Il y a la Bastille tout près de la Roquette. Il y a la Réunie, plusieurs belles musettes. Où tous les rupins, gens du gratin, viennent voir les coquins. Dans la rue de la Poupe, quand le soir s'enfuit. Aujourd'hui, François prend conscience de sa couleur de peau. Né à Aurillac dans le Cantal et ayant accompli sa prime scolarité à l'école communale Pierre et Marie Curie de Bayon-en-Bruyère, l'enfance de François s'était déroulée, il faut l'avouer, dans un milieu d'où la diversité était assez largement absente. Situation dont bien sûr il n'avait nullement conscience à l'époque et dont il ne découvrit l'horrible incongruité que bien plus tard, lorsqu'une amie de sa femme,
jetant un œil sur ses vieilles photos de classe, s'était exclamé dans une moue dédaigneuse « Bah dis donc, c'était drôlement homogène votre bled ». L'homogénéité semblant être dans sa bouche un objet de dégoût situé quelque part entre la consanguinité et le néonazisme génocidaire. C'est donc sur le tard que François découvrit les joies et mérites de la diversité. Son installation en région parisienne étant le point d'orgue du merveilleux arrachement à la pesanteur monochrome de ses racines moisies et de l'entrée dans le paradis multicolore et joyeux du cosmopolitisme. À sa grande honte, il devait bien admettre qu'au début, là où philosophes, journalistes et sociologues voyaient une incomparable source d'enrichissement, il avait surtout vu une source de tension, d'incompréhension, d'indifférence mutuelle, de crainte et de violence. Mais sans doute était-il victime de ses préjugés, pas comme ces journalistes de Libération qui sautent de joie lorsqu'une bande de lascars à casquette entre dans leur wagon de métro et qui s'empressent d'entamer la conversation avec eux afin de profiter de leur expérience et de leur culture pour nourrir la leur. Il est vrai, ceci dit, que les journalistes de Libé ne prennent pas beaucoup le métro. Il avait ainsi fallu plusieurs mois, voire plusieurs années pour que François s'habitue vraiment à son nouvel environnement et apprenne les règles de base du vivre ensemble. Baisser les yeux dans les transports en commun, ne pas répondre aux insultes que de toute façon l'on mérite en tant que descendant d'esclavagistes et de colonisateurs, éviter certains quartiers, privilégier le taxi après une certaine heure, ne pas utiliser son téléphone portable dans la rue. Aujourd'hui, il était au point parfaitement rodé pour vivre paisiblement au cœur du paradis multiethnique. Il avait fait blinder sa porte d'entrée, offert à son épouse une bombe lacrymogène et des cours de self-défense, se saignait aux 4 veines pour envoyer ses enfants dans un établissement scolaire privé et ne sortait le soir que s'il y était vraiment contraint. Ce long parcours initiatique, l'ayant mené aux merveilleuses félicités du chacun chez soi et advienne que pourra, lui avait en tout cas et de façon assez paradoxale fait prendre totalement conscience de sa couleur de peau. Chose à laquelle jusqu'alors il n'avait pas porté de particulière attention, considérant sa blancheur dermique comme un fait biologique neutre et immuable dont il ne tirait ni fierté ni honte particulière. Il avait en effet fallu les tombereaux de Face de Craie, de Sale Blanc, de Souchien et de Baptou du paradis multiethnique pour que François prenne conscience que sa couleur de peau pouvait avoir une importance, voire poser des problèmes, sinon à lui, du moins à d'autres. Ce constat le plongeait dans des abîmes de perplexité et de longs questionnements. Ce ne seront pas les derniers, comme nous le verrons dans nos prochaines chroniques. Merci à Xavier Delaunay pour ce témoignage un peu littéraire. Je me tourne tout de suite vers Gérald Pichon. Est-ce que même si c'est ici une fiction, ça ressemble à la réalité ? Oui, ça ressemble à la réalité. On a souvent des personnes qui viennent de province et qui débarquent en région parisienne et qui se posent beaucoup de questions vis-à-vis de la diversité qui les entoure et qui ressentent justement cette haine, ce racisme anti-blanc au quotidien avec des insultes, avec des regards malveillants, puis surtout avec des coups et des agressions. Pour leur couleur de peau. À cause de leur couleur de peau principalement. Donc vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Sale Blanc. Je rappelle qu'il sortira chez ID Éditions en janvier 2013. C'est un travail que vous avez commencé il y a longtemps. Quelle en est l'origine ? Pourquoi se lancer dans ce type de thèse ? C'est un travail que j'ai commencé il y a plusieurs années. J'ai amassé une documentation assez importante. C'est un travail qui me tient à cœur, puisque je veux montrer la réalité du racisme anti-blanc actuellement en France, puisque pendant à peu près 30 ans, dans mon livre, je l'explique, de 1976, du regroupement familial jusqu'aux manifs lycéennes de 2005, le racisme anti-blanc n'existait pas. Le racisme anti-blanc était le tabou de la République. Il était impossible de l'évoquer sans passer pour un fou ou un dangereux extrémiste. Et je voulais justement montrer les réalités de ce racisme anti-blanc qui fait des victimes, plusieurs dizaines, voire plusieurs milliers de victimes en 30 ans, et montrer qu'il y avait cette réalité à la population, au peuple français, et montrer aussi cette réalité à nos élites. Donc à vos yeux, les manifs lycéennes, donc notamment les échauffourées sur la place des Invalides à Paris, ça a été le déclic, la fin d'un blocage mental ? Ça a été la fin d'un blocage, à mon avis, médiatique,
puisque ces manifestations se sont déroulées en plein centre de Paris. Donc c'était assez difficile de pouvoir nier qu'il n'y avait pas de ce que j'appelle des blanche-tonnades, quoi, c'est-à-dire des ratonnades anti-blancs en plein centre de Paris. Et en plus, là c'est un peu ma deuxième thèse, c'est que pour une fois, les lycéens qui manifestaient, ce sont des Parisiens. Donc les Parisiens, la plupart du temps, sont quand même des personnes qui ne sont pas forcément issues du peuple, on va dire entre guillemets. Donc tant que ça touchait que le peuple français, c'était pas un souci. Mais à partir du moment que ça touche les enfants de l'élite française, là, ça devient un problème. Alors certains vous diront que c'est blanche-tonnade, comment Oui, blanche-tonnade. Les Oui. blanche-tonnades n'étaient finalement que des sortes de ratonnades de bandes de banlieue qui tapaient sur des petits bourgeois place des Invalides. Non, parce que les différents témoignages l'ont prouvé, les victimes étaient choisies exclusivement à cause de la couleur de leur peau. D'accord. Et jusqu'à ce déclic médiatique, quels étaient les blocages en cours dans la société médiatique, dans l'oligarchie, pour qu'on ne parle pas de ce racisme anti-blanc ? Est-ce que c'était voulu, contrôlé, ou c'était dans l'inconscient collectif finalement ? Ma thèse, c'est que pendant 30 ans, on a voulu et on a réussi, l'oligarchie a réussi à transformer la France en société multiraciale et évoquer le racisme anti-blanc, alors qu'à l'époque, il faut se souvenir, dans les années 80-90, on était en pleine époque Black Bomber, SOS Racisme, évoquer le racisme anti-blanc en expliquant que les Blancs, les Français de souche, comme on les nomme, ces petits Blancs, comme on nous appelle souvent, étaient les principales victimes du racisme en France. C'était, à mon avis, une véritable bombe qui était capable de tout faire sauter. Qui allait contre le dogme. Oui, contre le dogme antiraciste de la société multiraciale. Expliquer que la société multiraciale devient une société multiraciste, c'est aller à l'encontre de ce dogme. Et montrer aussi que les Blancs sont les principales victimes en France et en Europe du racisme. Ça allait aussi contre ce dogme. Donc vous avez parlé de violences. Alors on est parti d'un exemple très précis qui sont des violences à Paris sur des lycéens, mais comment se caractérise ce racisme anti-blanc ? Est-ce qu'il se traduit toujours par de la violence physique ? Et comment ça se passe ailleurs en France qu'à Paris ? Dans les témoignages que vous avez relevés, est-ce qu'on peut le définir autrement que par de la violence physique ? Est-ce qu'il y a aussi une certaine violence, il y a une violence morale, verbale, verbale il y a une violence verbale, se faire traiter de sale blanc, se faire traiter de sale babtou. Il y a aussi il y a cette violence physique principalement aussi. C'est celle qui est le plus visible et celle dont on parle le moins. C'est-à-dire quand on se fait attaquer dans la rue par une dizaine de personnes, une bande ethnique qui vous insulte de sale blanc et qui vous roue de coups sans aucune raison. On ne peut pas le passer sous silence. Quand vous habitez dans une banlieue de l'immigration, entre guillemets, et qu'on vous attaque pratiquement tous les jours, qu'on brûle votre voiture, qu'on brûle votre boîte aux lettres, qu'on menace vos parents, qu'on vous attaque constamment parce qu'à cause de votre couleur de peau pour vous faire partir, ça s'appelle aussi du racisme anti-blanc. Ça s'appelle une forme de purification ethnique. Donc aujourd'hui, à petite dose, oui. Les gens se séparent, c'est ce que Éric Zemmour essayait de montrer lors de ses passages. Les gens se sont séparés au début des années 2000, puisqu'on on sait que maintenant la cohabitation est impossible. Et donc la plupart des personnes, et ça on l'a vu comme un chercheur comme Christophe July, il a montré dans son livre, les populations françaises de souche maintenant fuient non seulement les centres-villes puisqu'elles ne peuvent pas habiter, c'est trop cher, fuient les banlieues et viennent s'installer à la campagne, loin de tout, c'est-à-dire loin des services publics, loin aussi des transports en commun, multipliant leur temps de trajet pour aller au travail, payant beaucoup plus d'essence, se serrant la ceinture au quotidien, mais en gagnant la tranquillité. D'ailleurs, on voit, je me tourne vers Julien Rochdy, que l'électorat du Front National a un peu suivi ces migrations des Français de souche. Aujourd'hui, il y a de gros scores par exemple, pour prendre l'exemple de l'Île-de-France, dans les zones les plus éloignées, au fond de la Seine-et-Marne, etc. C'est quelque chose que vous constatez ? En tout cas, parmi les jeunes, c'est évident que nous avons beaucoup de gens qui ont vécu dans des banlieues et qui ont été obligés de les quitter. Alors ceux qui y sont encore sont d'autant plus frontistes parce qu'ils sont à souffrir tous les jours de ce genre de situation. Mais il y a beaucoup de familles françaises, blanches, qui ont quitté les banlieues et qui se rappellent avec de très très mauvais souvenirs de ce qu'ils ont pu y vivre.
Je me retourne vers Gérald Pichon, qui est l'auteur de Sale Blanc, sur ces blocages, et c'était un peu évoqué en filigrane dans la chronique d'un Français ordinaire. Finalement, beaucoup ont intégré le fait qu'ils étaient responsables de cette situation parce que c'était des anciens colonisateurs, eux-mêmes pratiquent le racisme anti-noir, anti-arabe, anti-jaune. Et finalement, c'est un retour de bâton justifié, et en tout cas, le système le justifie. Oui. Mais la question est de savoir comment la population européenne, blanche, on va dire, entre guillemets, française de souche, a pu intégrer ce dogme. Moi, ce que j'appelle, on va dire, la mauvaise conscience occidentale, elle n'est pas née de manière... on l'a pas en nous, on nous l'a inculqué, ce que j'appelle un poison mortel qui nous apprend la haine de soi. Je me tourne vers Anthony Florent. Donc Anthony Florent, vous avez mené avec le mouvement identitaire une campagne contre le racisme anti-blanc. Je crois que ça a été une des seules, et en tout cas la première. Pourquoi avoir initié ce type de campagne ? Sur quel sujet ? Sur quel principe ? Alors, cette campagne, je ne l'ai pas menée parce que c'était une des premières campagnes du mouvement identitaire, des jeunesses identitaires. Vous étiez encore trop jeune. J'étais un adolescent absolument pas politisé, mais cette campagne, je m'en souviens très bien parce que j'en ai été en tant que public, en fait. Cette campagne, je l'ai reçue à un moment où, un peu autour de moi, j'entendais dans mon lycée des jeunes filles noires dire haut et fort celle-là, c'est une salope, c'est une Française. Ça ne choquait personne apparemment. Moi, je me sentais tout seul à trouver ça choquant. C'était le moment où il y avait les chansons de Sniper qui sortaient un peu, ces textes de rap qui crient et qui suintent la haine de la France, la haine du blanc, qui sont des véritables appels au meurtre, et que l'élite politico-médiatique... Je vais lire pour les auditeurs un petit extrait de Sniper, leur chanson La France, puisque c'est assez symptomatique de paroles qu'on peut retrouver dans le rap, qui sont musique qui est très écoutée dans la jeunesse et qui trouve de très nombreux relais médiatiques à travers les radios, et en tout cas qui sont produits sans aucun problème. Sniper nous dit: la France est une garce et on s'est fait trahir, le système voilà ce qui nous pousse à les haïr. La haine, c'est ce qui rend nos propos vulgaires, on nique la France sous une tendance de musique populaire. On est d'accord et on se moque des répressions, on se fout de la République et de la liberté d'expression. Faudrait changer les lois et pouvoir voir, bientôt à l'Elysée, des Arabes et des Noirs au pouvoir. Ça, c'est le refrain, et on trouve dans un des couplets: frère, je lance un appel, on est là pour tout niquer, leur laisser des traces et des séquelles avant de crever. Donc c'est ce que vous appeliez des sortes d'appels au meurtre, enfin en tout cas à la violence. Je vais vous citer également un extrait de la chanson Flirt avec le meurtre de Ministère Hammer. Pareil, un autre collectif de rappeurs. J'aimerais voir brûler Paname au napalm sous les flammes façon Vietnam. Désolé pour les rimes maigres. Vietnam, tandis que ceux de ton espèce galopent ou 24 heures par jour et 7 jours par semaine. J'ai envie de dégainer sur des faces de craie. Dommage que ta mère ne t'ait rien dit sur ce putain de pays. Me retirer ma carte d'identité avec laquelle je me suis plusieurs fois torché. Donc là, ce qui est intéressant, c'est effectivement l'expression face de craie que vous avez évoquée. Batou. Gouer. Comment vous dites ? Gouer. Gouer ? Ça veut dire ça le français, oui. En quelle langue ? En langue de banlieue, on va dire. D'accord. Donc, au moment de cette campagne, c'était aussi le moment de ces chansons de rap. Vous avez pris une conscience ? Tout à fait, j'ai pris... politique ? Il y a ma conscience politique qui a commencé à se former à ce moment-là. Je ne suis évidemment pas devenu identitaire du jour au lendemain. Et vous savez, si cette campagne, comme de nombreuses campagnes menées par les identitaires, cette campagne a marché, c'est parce que elle répondait à un besoin, elle répondait à un ressenti de notre peuple tous les jours. C'est pour ça que, enfin, quand un jeune blanc de banlieue se fait insulter, quand une jeune fille française a peur d'aller à l'école, au collège ou au lycée, comme on a pu le voir dans les vidéos mises par le Front National de la Jeunesse, la campagne menée par les identitaires sur ce thème, évidemment, porte auprès de cette population.
Et par ailleurs, nous avons mené une campagne spécifique contre le racisme anti-blanc, mais par ailleurs, le racisme anti-blanc revient régulièrement dans nos campagnes, sans en être nécessairement le centre. Par exemple, on parlait de Sniper, la campagne contre le groupe Sniper, ça se dirigeait contre le groupe Sniper, mais c'était à cause du racisme anti-blanc. Les campagnes menées contre la racaille, contre la dictature de ces bandes ethniques qui font régner la loi et la terreur dans nos cités, qui ont été menées par les identitaires. Ces campagnes-là avaient évidemment en toile de fond le racisme anti-blanc. Alors, racisme anti-blanc, j'entends bien, ce n'est pas on n'est pas dans une démarche antiraciste, on n'est pas dans une démarche de faire fonctionner la société multiculturelle. On est évidemment dans une démarche d'autodéfense. Nous sommes chez nous sommes sur notre terre, dans notre pays, et il y en a qui nous agressent pour ce que nous sommes. Cela est absolument inacceptable pour nous. Alors, vous parlez de racisme anti-français, racisme anti-blanc. Donc, je me tourne vers Gérald. Est-ce que vous avez les témoignages de jeunes polonaises ou de jeunes espagnols qui vivent en France, issus de l'immigration qu'il y a eu ici, qui témoignent eux aussi de ce racisme anti-blanc, ou est-ce que ça se confond avec le fait d'être français ? Oui, il y a beaucoup de témoignages de personnes, justement, d'étudiantes qui viennent des pays de l'Est et qui ont, on va dire, moins de difficultés à exprimer certaines choses et qui sont confrontés, mais pratiquement dès la sortie de l'avion, à la réalité du racisme anti-blanc, et qui vivent pendant un an, on va dire, leur scolarité Erasmus, en se posant des questions sur l'avenir de la France. On l'a vu avec la vidéo qui a été faite par une chaîne de télévision russe sur la France. Et voilà la vision qu'ils ont de notre pays, de l'état de notre nation. Oui, ça c'est assez fréquent. On est obligé de se tourner vers des médias étrangers pour savoir ce qui se passe en France, comme les émeutes ethniques de 2005. Oui. On était obligé de regarder les médias étrangers. Je me tourne vers Alexandre Guillemot, donc un des rédacteurs de Nouvel Arbitre. Est-ce que c'est une problématique que vous avez déjà abordée, puisque vous avez beaucoup de contributions sur ce site, ou pas encore ? Bonjour. Ce n'est pas encore une problématique qui a été particulièrement abordée, malgré quelques articles. Mais surtout, je pense qu'il faut s'interroger sur la légitimité du terme racisme anti-blanc. Enfin, je pense que cette notion soulève quand même un certain nombre de questions. On pourrait d'abord se demander si justement évoquer le racisme spécifiquement anti-blanc n'est pas faire le jeu des associations antiracistes qui justement se contentent, comme vous l'avez bien montré, de dénoncer le racisme anti-noir, anti-arabe ou autre. Est-ce que justement faire la toile de fond de faire du racisme anti-blanc le seul argument, c'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas justement une réaction communautaire qui fait le jeu de ces autres associations ? Est-ce qu'il ne faudrait pas élever le débat et justement défendre contre le racisme anti-blanc et contre tous les racismes l'antiracisme ? Vous parlez presque de stratégie politique. Le fait de se positionner comme une minorité chez soi vous paraît être peu porteur. Voilà. Gérald Pichon. Oui, j'entends bien, mais le problème, c'est qu'on se retrouve avec des populations blanches qui sont minoritaires chez eux et qui se retrouvent avec des agressions, qui se font frapper tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais assez souvent, et qui vivent sous la terreur. Et il n'y a personne, pour l'instant, qui a évoqué ce racisme. On commence à en parler, puisque certains hommes politiques ont abordé le sujet. Mais ils essayent justement de nous emmener dans une voie de garage. Et je voudrais bien qu'on laisse parler les victimes du racisme anti-blanc et qu'elles expliquent justement la réalité de vivre dans certains quartiers d'immigration, de vivre constamment sous la terreur, de savoir que un jour ou l'autre, vous allez être agressé, un jour ou l'autre, on va brûler votre voiture, un jour ou l'autre, vous allez être menacé, et ça, faut le vivre au quotidien. Et se définir comme une minorité, oui, on est une minorité sur beaucoup de quartiers, beaucoup de territoires en France. Charles de Meyer. Je nie pas l'intérêt de l'étude du tout, et il faut transmettre la souffrance, c'est évident. En revanche, est-ce que résumer le racisme anti-blanc à une simple relation pathogène due à une épiderme différente, c'est pas cacher les problématiques majeures qu'il y a derrière, c'est-à-dire le refus d'une norme culturelle, l'inscription de valeurs différentes à celles que nous imposons, à la fois dans les valeurs françaises positives,
qu'on pourrait dire éternelles, mais en même temps dans les valeurs du libre marché et de la société consumériste et individualiste. C'est-à-dire que, est-ce que le racisme anti-blanc, c'est pas l'expression à la fois de la faiblesse de notre modèle intégrateur, c'est-à-dire qu'on a une véritable responsabilité à laisser se développer ce genre de relations pathogènes, et en même temps, est-ce que c'est pas la preuve qu'il y a aujourd'hui un travail énorme d'éducation à faire sur ce qu'est la France, et est-ce que c'est pas par le retour à notre valeur, à nos valeurs, à nos principes qu'on réglera cette problématique. C'est-à-dire que donc je dis que l'étude, la transmission des souffrances est essentielle. En revanche, est-ce que l'utilisation politique simplement de ce racisme anti-blanc est pas dramatique? Alors, je vais vous céder la parole, Pascal. On voit bien qu'il y a un basculement à partir du moment où les populations immigrées ne sont pas de civilisation européenne, que justement les Polonais ou les Espagnols ont réussi à s'intégrer dans le modèle français, essentiellement parce qu'ils étaient de même souche civilisationnelle, mais aussi peut-être de même couleur de peau. Chose nouvelle aujourd'hui, c'est que ce racisme anti-blanc apparaît avec ces nouvelles populations. Et donc, ça met en question notre modèle. Et justement, est-ce que ce modèle intégrateur, il a une chance de fonctionner avec cette nouvelle donne ? Je poserai la question en d'autres termes, avant de laisser la parole à Julien. C'est est-ce que ce modèle va fonctionner? Est-ce que c'est pas une fausse question? C'est-à-dire ce modèle doit fonctionner. Si on n'arrive pas à le faire fonctionner, c'est fini. On est arrivé à une. Il y a d'autres modèles que le système assimilationniste français, qui est quand même une originalité. Bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre en compte cette diversité chromatique quasiment, parce que c'est la réalité aujourd'hui. Il faut réinventer un modèle pour le penser, pas simplement critiquer la situation qui est critiquable en tant que telle, mais qui ne donne pas de traces d'avenir. Julien Rochdy. Non, moi je dirais que vous avez tout à fait raison. En réalité, le racisme anti-blanc, anti-français est l'expression de quelque chose de beaucoup plus profond qui remonte des années 70 avec le roman Le sanglot de l'homme blanc, et qui effectivement peut se révéler parce que la plupart des expressions du racisme anti-blanc viennent d'abord des blancs. C'est bien qu'il y a un malaise dans notre civilisation, dans nos valeurs, qui est indépendant des petites formes de racisme communautariste que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, quant à l'utilisation politique, elle est nécessaire parce que utiliser déjà le mot racisme contre nos adversaires, c'est utiliser leurs mots contre eux, reprendre leurs arguments contre eux-mêmes. Et puis en plus, c'est dénoncer une situation qui, comme disait l'auteur du livre, nous permettra de faire sauter le verrou de la société multiculturelle, car si est révélé aux yeux des gens que le racisme existe dans une société multiculturelle qui devrait être normalement, d'après leurs préjugés et leur folie, une société où on danse tous ensemble et où on passe notre temps à chanter, eh bien, si cette société est une société violente et raciste, ça fait exploser totalement le modèle qu'ils veulent nous imposer. Et c'est pourquoi nous, en tant que politiques, nous sommes obligés de mettre nos doigts là-dessus. Pascal Lassalle, une réaction? Non, je voulais rebondir tout à l'heure sur les propos d'Alexandre Guillemot et de Charles de Meyer. Bon, c'est vrai que, et comme d'ailleurs vient de le préciser Julien Rochdy, le terme de racisme anti-blanc pose quelque part problème, parce qu'on y réfléchit, dans la mesure, effectivement, on se pose par rapport au vocabulaire mis en avant par nos adversaires, avec justement la problématique même de la définition même de racisme, qui strictement, stricto sensu, veut évoquer avant tout, prôner la supériorité d'une race sur une autre, ou alors avoir un discours qui met en avant toujours un réductionnisme raciste. Bon, déjà, en se posant sur ce plan sémantique de cette manière, effectivement, nous sommes dépendants d'un discours qui nous a été asséné, qui a voulu faire croire pendant des décennies que les Français étaient naturellement racistes. Heureusement qu'ils sont racistes, parce que si vraiment c'était pas le cas, qu'est-ce que ça serait, hein, comme le précisait Gérald Pichon, quand on voit le degré de supportabilité et de tolérance, qui est beaucoup plus faible, plus bas, enfin, en tout cas situé plus bas chez nos amis russes, par exemple, à l'Est, quand on a vu un petit peu les réactions qui ont été les leurs, notamment lors des émeutes de 2005, hein, moi, c'est une situation personnelle que j'ai pu vivre de par ma belle famille. Mais c'est vrai qu'on a quand même une autre vision qui montre. Donc on a ce problème, c'est vrai, de mettre en avant ce terme de racisme anti-blanc, hein, qui nous positionne par rapport à l'adversaire. D'autre part, Charles de Meyer, effectivement, évoquait aussi, en tout cas, montrer à travers son intervention, qui se situait plutôt comme partisan du modèle assimilationniste traditionnel, hein, donc républicain,
qui, bon, moi, à mon homme d'avis, montre plus que ses limites. Je veux dire, bon, c'est vrai que vous partez d'une situation réaliste, d'un constat aujourd'hui. Bon, voilà, ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on les rejette à la mer ou on va vers la guerre civile? Bon. Ceci dit, sur un plan purement théorique, voire dans une dimension politique, bon, on ne peut que constater la faillite de ce système aujourd'hui. Quelques réactions d'auditeurs que je vous lis à la suite. Ceux qui veulent réagir peuvent le faire. Un auditeur qui nous dit: quelle est la différence entre un groupuscule raciste et une bande ethnique? Réponse: les premiers sont blancs et les seconds ne le sont pas. Donc une petite note d'humour. Un auditeur qui témoigne: j'habitais une banlieue calme à Rueil-Malmaison, mais le quartier que j'habitais était envahi d'immigrés et de bandes ethniques. J'ai dû la quitter à la suite d'agressions et partir en province à 300 km de Paris où je suis désormais tranquille. Un auditeur qui nous dit: mais avec tout ce qui se passe actuellement, comment se fait-il que le Front National fasse que 17%? Les gens ont accès à Internet, ils s'aperçoivent qu'en 2005, lors des émeutes, ce ne sont pas les Gaulois qui les ont menacés. Je remarque que les catégories les plus exposées face à l'immigration, homosexuels, enseignants, femmes, etc., sont ceux qui votent le plus à gauche. Voilà les réactions d'auditeurs. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour réagir, répondre, étoffer? Ce que je voudrais dire, c'est un peu pour effectivement pour suivre cette remarque d'auditeur, mais aussi pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure. Le racisme anti-blanc, c'est inacceptable, c'est insupportable, mais c'est totalement logique. C'est logique dans la société multiraciale, multiethnique, multiculturelle dans laquelle nous vivons. Toute société multiculturelle est une société violente. Ça, c'est un fait absolu. Les seuls contre-exemples sont des États policiers, où donc la violence s'exprime par une autre forme, au lieu d'être sociale, elle est étatique. Les sociétés multiculturelles comme la France l'est aujourd'hui sont forcément violentes, et la violence s'exprime de tous les côtés. Donc elle peut s'exprimer entre des groupes immigrés entre eux. On se souvient que les Sri Lankais et je crois les Tamouls se sont affrontés de façon extrêmement violente dans les rues de Paris. On se souvient même qu'il y a eu des affrontements entre Ivoiriens pro-Ouattara et Ivoiriens pro-Gbagbo. Mais elles s'expriment aussi de la part d'immigrés contre la population autochtone. Et ça, nous le considérons comme insupportable parce que nous en sommes victimes. Nous, aux identitaires, nous avons vocation à éveiller notre peuple, à être un peu le bouclier de notre peuple, et c'est pour ça que nous saisissons de cette thématique. Une autre réaction, Charles de Meyer, donc rédacteur en chef de Nouvel Arbitre. Alors, encore une fois, il n'est pas ici question de nier la souffrance du tout. Pour la critique du modèle assimilationniste français, alors moi je m'inscris complètement en faux. À mon avis, c'est justement le fait qu'on ait détruit peu à peu ce modèle assimilationniste pour un modèle communautariste à la Charles Taylor et à la mode américaine, qui fait qu'aujourd'hui on est sur du racisme anti-français. Qu'est-ce que dit Charles Taylor? Qu'est-ce que disent les communautaristes américains? Ils disent: on est dans une société libérale qui fait perdre du sens. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus ici. Quelle est la solution pour eux? On va revenir aux communautés charnelles, chromatiques, religieuses, aujourd'hui même d'orientation sexuelle. Et quelle va être notre seule réponse? On va arriver sur une plateforme où on va faire combattre nos valeurs pour que la meilleure gagne et la meilleure domine. C'est une réponse au libéralisme. Je pense que le génie français, le génie assimilationniste français, a toujours proposé quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort, et qu'il ne faut pas oublier qu'on a ça aussi en nous, qu'on a ces ressources. Oui, je veux rebondir là-dessus. Sur le modèle assimilationniste, je crois qu'il y a eu un débat l'année dernière pour essayer de faire chanter la Marseillaise en classe. Si on en est là, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Donc on a quand même 30 ans de personnes qui connaissent rien de la France, à qui on inculque, et ça je vais le marteler, c'est on inculque la haine de la France et des Blancs. Ce n'est pas dans leur culture de détester la France et les Blancs. On leur a inculqué la haine à l'encontre de notre nation et à l'encontre de notre peuple, c'est sûr. Et le modèle assimilationniste, il est cassé, il est brisé. C'est terminé. Juste une petite remarque personnelle sur la réflexion de Charles de Meyer. Ce modèle assimilationniste français, ce génie français, il a été enfanté par qui? Il a été enfanté par des Européens, par des Français de souche.
C'est-à-dire qu'un peuple, une nation, a le système qu'elle mérite, qu'elle a enfanté. Aujourd'hui, avec la définition de la population qui est celle de la France, comment voulez-vous enfanter ou faire perdurer un système qui n'a pas été créé par eux ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont les peuples qui enfantent les systèmes, qui enfantent les États, qui enfantent les nations. À partir du moment où vous changez la substance de ce peuple, le système ne fonctionne plus. C'est le pari de nouvel arbitre, c'est l'optimisme. Ce qu'on défend, nous, c'est qu'on peut encore réveiller ce peuple, qu'on peut encore lui rappeler et lui faire être, et c'est notre grand slogan, être un créateur d'anciennes valeurs, et que nous sommes confiants sur la capacité française, un petit peu sentimentale, un petit peu romantique, à se lever et à redéfinir ce modèle. On peut être plus pessimiste. Moi, je suis confiant, il y a pas de, je suis extrêmement confiant, mais comment voulez-vous que des populations immigrées aiment la France alors que nos élites n'aiment pas la France ? On reviendra juste après une première pause musicale sur ce que l'auteur de Sale Blanc, Gérald Pichon, appelle le racisme anti-blanc commercial. Nous revoilà dans le studio de Radio Courtoisie. Romain Lecap au micro. Je reçois aujourd'hui Gérald Pichon, auteur de Sale Blanc, un livre qui aborde le problème du racisme anti-blanc et qui va paraître aux éditions ID en janvier 2013. Julien Rochdy, directeur national du Front National de la Jeunesse, qui va évoquer tout à l'heure la campagne contre le racisme anti-français lancée par son mouvement. Anthony Florent, militant identitaire, qui évoque un peu le point de vue identitaire sur cette question du racisme anti-blanc, et les rédacteurs de Nouvel Arbitre, Charles de Meyer et Alexandre Guillemot. Et Pascal Lassalle, que je crois avoir omis de citer en tout début d'émission. Vous m'excusez, Pascal ? Je sais pas, on en reparlera tout à l'heure. On en reparlera, puisque vous le retrouvez, vous le savez, en toute fin d'émission, pour les présentations des essais, des films qu'il vous conseille. La réaction d'un auditeur sur une question passionnante, au cœur du sujet, un peu compliqué pour la réponse, c'est pourquoi les Antillais, en tout cas certains Antillais, qui sont français depuis bien longtemps avant les Polonais, s'associent aux populations subsahariennes pour participer à ce racisme anti-blanc. Donc là, ça questionne effectivement le modèle français. Vous pouvez réfléchir à une réponse. Et je me tourne vers Gérald Pichon, qui peut nous expliquer une des thèses de Sale Blanc. Vous avez parlé de racisme anti-blanc violent qui s'exprime
par des bandes ethniques contre les Blancs, les populations autochtones d'Europe et de France. Et vous évoquez également un racisme anti-blanc commercial, qui est accompagné par l'oligarchie, par exemple, ces médias ou ces producteurs qui produisent ces groupes de rap qui ont des paroles violentes, anti-France, anti-blanc. Oui, on le voit bien, l'oligarchie financière pousse à la haine contre la France et à la haine contre les Blancs. Et pour revenir, les textes de rap qu'on a pu présenter tout à l'heure, le problème, ce n'est pas qu'ils insultent la France. Je suis pour la liberté d'expression. À la limite, le problème, c'est que ces textes, ils sont diffusés de partout et que quand on chante l'amour de la France, vous avez aucune chance d'avoir une salle de concert. Et puis votre diffusion au niveau des CD, je pense que vous pouvez oublier certaines enseignes. Donc on le voit bien, il y a un choix politique. D'ailleurs, Pascal Nègre, qui est le président d'Universal Music France, l'explique très bien. Il dit, lui, ça le dérange pas de produire des rappeurs qui incitent à l'émeute, à la rébellion dans les banlieues. Par contre, il ne produira jamais, mais alors jamais, des groupes patriotes qui chanteraient l'amour de la France. Et ce qui est très marrant pour voir ce blocage, c'est que même dans cette oligarchie, certains ont leurs gamins qui subissent des fois cette violence ou ce racisme anti-blanc, qui vont tenir un discours en privé qui va rejoindre un petit peu celui qui est défendu dans ce studio, mais par contre, dès qu'ils reprennent la plume, dès qu'ils reprennent le micro, ils vont tenir de façon automatique le discours de l'élite et du système. Oui, là on tombe dans l'hypocrisie totale de nos élites qui prônent la diversité pour le peuple français, puisque je suis pas l'une de mes thèses, c'est qu'il y a une véritable peuple-phobie de la part de nos élites. Elles détestent le peuple français, c'est sûr. C'est même évident. Donc ils prônent la diversité jusqu'à vouloir le remplacer, ce peuple, ça, comme le Parti socialiste. Ouais, c'est le grand remplacement. Il y a une vraie détestation de nos élites du peuple français. Donc ils prônent la diversité, mais ça, on enfonce des portes ouvertes. Ils vont mettre leurs enfants dans des écoles privées hors contrat. Ils vont habiter dans des résidences le plus loin possible justement des banlieues de l'immigration et de la diversité. Ils vont tout faire justement pour vivre dans un bunker où ils seront tranquilles. Julien Rochdy, donc le Front National de la Jeunesse, je rappelle que vous êtes directeur national du FNJ, vient de lancer une campagne contre le racisme anti-français. On voit une jeune fille avec le drapeau bleu, blanc, rouge peint sur le visage qui crie stop, en fait, qui crie il y en a marre, on est chez nous. Qu'est-ce qui a prévalu pour le lancement de cette campagne? Sur quelle base vous vous êtes fixé? La première des choses, c'est que je crois, comme beaucoup ici, que le racisme anti-blanc, anti-français est quelque chose d'extrêmement marquant pour notre génération. Et d'ailleurs, je répondrai à la question d'un auditeur qui demandait pourquoi est-ce que le Front National n'était pas plus haut en vertu justement de ce racisme anti-français, anti-blanc qui est très commun. Eh bien, effectivement, dans les populations qui sont préservées, comme les personnes âgées, comme les personnes un peu plus bourgeoises, qui peuvent vivre dans des petits pavillons, dans lesquels ils ne sont pas embêtés, ils connaissent beaucoup moins ces formes de racisme-là. En revanche, dans la jeunesse française, là, il y a une véritable connaissance de ce que ça peut être de vivre dans une société multiculturelle, multiraciale, et donc multiraciste. Et je suis désolé de le dire, mais tant mieux. Dans la jeunesse française, Marine Le Pen est très très haute. Elle est seconde juste après Hollande, en passe de devenir bientôt la première. Donc c'est quelque chose de très marquant pour notre génération, et c'est, je crois, ce qui influencera beaucoup de choses, déterminera énormément de choses dans l'avenir. Donc en tant que mouvement de jeunesse politique, nous ne pouvions passer à côté de cela. Maintenant, je vais répondre à vos questions sur le racisme anti-français. Pourquoi nous avons dit racisme anti-français et non pas racisme anti-blanc? Alors d'abord, c'est parce que je parlais avec la petite Jessica qui a témoigné sur les vidéos, qui expliquait un petit peu l'enfer qu'elle vit à Argenteuil, qu'elle a vécu et qu'elle vit encore aujourd'hui. Et elle me disait que dans sa classe, elle n'était pas la seule blanche, il y avait des Italiens et des Portugais, qui eux, parce qu'ils venaient de l'étranger, n'étaient pas embêtés comme elle. C'était elle, non seulement elle était blanche, et en plus elle était française. Donc je crois qu'il fallait quand même elle cumulait le tout, voilà. Il fallait caractériser cette souffrance-là. Deuxièmement, il y a quelque chose de très intéressant dans les lapsus que peuvent faire les hommes politiques, même les plus éloignés de notre pensée à nous. On a vu dernièrement Martine Aubry parler des compatriotes musulmans
et des Français. Parce que finalement, et oui, même eux font l'erreur. Jacques Chirac l'avait fait, rappelez-vous. Et la plupart des hommes politiques et la plupart des Français considèrent dans leur inconscient, ce qui ressort parfois voilà, comme des lapsus, que le Français, c'est avant tout un blanc, c'est avant tout un catholique, c'est avant tout quelqu'un voilà, d'enraciné comme cela. Donc, parler du racisme anti-blanc, finalement, et non pas du racisme anti-français, c'est faire le jeu de nos adversaires qui, eux, ont envie de faire croire que le peuple français, qu'il n'y en a pas, que c'est surtout pas un peuple caractérisable. D'autant plus que, si je vous dis ici sale anglais, sale allemand, sale italien, vous répondez racisme. Et pourquoi sale français, ce serait pas du racisme ? Essayer de caractériser le racisme pour une nationalité, c'est quelque chose de possible, et ça embête d'autant plus nos adversaires que ça signifie avant tout que les Français, c'est aussi un peuple qui est, selon les mots du général de Gaulle, je crois que vous les connaissez tous ici, je ne les redirai pas. Donc voilà pourquoi nous avons voulu parler du racisme anti-français, parce que c'est un élément de plus, et qui finalement, dans l'inconscient de la majeure partie de la population française, et même dans l'esprit de nos élites, dans leur inconscient, c'est la même chose, le racisme anti-blanc et le racisme anti-français. Et ça nous permet aussi de dénoncer des situations de discrimination, car en fait le véritable mot serait discrimination. On en parlait avec Monsieur Lassalle. C'est la question, en réalité, le racisme, ça ne veut rien dire. Parce que d'abord, le racisme anti-blanc, si on essaye d'être un petit peu scrupuleux, ce serait bête aussi, parce que la race blanche n'existe pas. Il y a la race méditerranéenne, alpine et tout ça. Donc, le véritable mot serait discrimination. Mais dénoncer le racisme anti-français, c'est aussi, non seulement essayer de protéger et de dénoncer une situation que peuvent vivre tous nos jeunes aujourd'hui, mais aussi de dénoncer les fréquentes discriminations à l'égard de tout ce qui rappelle la France, dans l'économie, dans les médias, dans la politique, où tout ce qui à chaque fois est un petit peu français, un petit peu de souche française, est totalement détesté. Donc ça nous permet de faire feu de tout bois, et au final d'exprimer quelque chose que toute une génération ressent. Anthony Florent, une réaction ? Oui, alors, moi, pour ma part, je préfère le terme racisme anti-blanc à racisme anti-français. Bon, dans la bouche de la racaille de base, ça veut dire exactement la même chose. Même chez les socialistes. Ouais, pour moi, je préfère le terme racisme anti-blanc pour une raison simple, c'est qu'on remarque que ce phénomène se retrouve partout, dans tous les pays d'Europe qui connaissent une immigration de masse. On a vu, pas plus tard qu'hier, sur Novo Press, un article qui est paru sur des passages à tabac d'élèves allemands par des jeunes d'origine turque à l'occasion de leur anniversaire. On a vu joyeux anniversaire. Tout à fait. On a vu il y a quelques semaines, je crois, des groupes d'origine pakistanaise en Angleterre qui violaient, qui considéraient des jeunes anglaises comme des proies. Voilà, des proies. Ils les prenaient, ils les violaient collectivement pendant tout un temps. On peut même retrouver ça au-delà de l'Europe, aux États-Unis, où il y a eu ce phénomène des flash mobs, où des groupes de noirs faisaient des émeutes extrêmement rapides, où ils cassaient, ils pillaient et ils visaient spécifiquement les blancs. Ce phénomène de haine, de racisme contre les populations blanches, on le retrouve un peu partout. Alors, en France, on peut l'exprimer spécifiquement sous forme de racisme anti-français, en Allemagne sous forme de racisme anti-allemand, en Angleterre sous forme de racisme anti-anglais, mais c'est la même chose fondamentalement. Et nous, identitaires, nous avons une vision civilisationnelle des choses. Nous considérons que l'Europe est notre civilisation, que les Allemands et les Anglais sont nos frères, bien évidemment avec leurs spécificités, leurs différences par rapport à nous, mais c'est le même phénomène qui nous touche et il nécessite une même réponse partout en Europe. Je suis d'accord, mais ce serait plutôt donc un racisme, des discriminations anti-européennes et anti-nationales à chaque fois, parce que vous pouvez voir parfois que des personnes d'origine immigrée qui s'assimilent totalement peuvent subir, c'est étonnant, ce même racisme-là. Je connais des jeunes femmes d'origine maghrébine qui sont très assimilées à la population française, qui se font traiter de sales françaises, parfois même de sales blanches, ce qui est extraordinaire. Ce qui prouve qu'il y a une notion de... Les deux choses sont liées, la nationalité européenne, qu'elle soit allemande, qu'elle soit anglaise, qu'elle soit française ou américaine, on va prendre l'Occident, et le principe des peuples boréens, c'est la même chose. Et je crois que insister nous-mêmes d'ailleurs sur le fait que c'est presque la même chose, ça embête particulièrement nos adversaires et ça légitime toutes nos idées. Quelques réactions d'auditeurs. Un auditeur qui nous demande quel est l'intérêt et le but du responsable d'Universal à soutenir ces chansons anti-blancs.
Je pense pouvoir répondre que c'est l'argent, non ? Son intérêt principal. En Non, tant il le que, dit. que directeur. Non, il le dit dans sa de déclaration, label. c'est une volonté politique de faire passer un message dans la société. Un autre auditeur qui nous dit le grand problème est que le gouvernement ne donne plus la parole au peuple français et la France. Ça a été dit tout à l'heure par Gérald Pichon. Il faudrait le retour de la royauté en France. La solution, c'est Marine Le Pen. Alors, Julien Angedim, Marine, Une nouvelle prochaine reine de dynastie, France, on une nouvelle est pas sûr. dynastie. Alors, une réflexion intéressante d'un auditeur qui nous dit il y a une jonction à faire entre l'ultra-gauche, entre parenthèses trotskiste, et les minorités qui est la France. Il faut le dire. C'est vrai que ces trotskistes, on les retrouve beaucoup dans des organes d'État. L'extrême gauche d'ailleurs. L'extrême gauche. L'ultra gauche c'est autre chose. Ouais, l'extrême gauche. On les retrouve à la sécurité sociale, on les retrouve À l'éducation nationale, à surtout. l'éducation nationale, et ils ont, eux, un intérêt politique à accentuer ce phénomène. Comment vous voyez les choses, Pascal, vous qui êtes un fin connaisseur de l'extrême gauche? Ou enfin connaisseur, je n'ai pas de prétention. Oui, bon, de toute façon, on a bien remarqué que ce n'est pas nouveau que l'extrême gauche, encore trotskiste, pour citer celle qui est menée par l'intervention de notre auditeur, joue ce jeu-là. Ce sont les petits soldats du capitalisme international qui ont tout intérêt à favoriser les déportations de populations entières pour pérenniser le système, tout simplement. Et contribuer à atomiser encore les une défenses classe ouvrière immunitaires. en voie de disparition, de prolétarisation ou d'embourgeoisement, en tout cas la phase d'embourgeoisement est bien terminée en tout cas. Une auditrice qui nous dit « J'écoute avec beaucoup d'intérêt votre émission. J'ai subi de nombreuses agressions. J'ai changé de quartier où je suis tranquille maintenant. Personne ne m'aide. » Donc je pense que la discussion ici montrait que son problème est pris en compte, peut lui redonner un tout petit peu d'espoir. C'est surprenant, messieurs, qu'il faille rester sur son autodéfense. Mais il faudrait... excusez-moi, faire repli sur soi, ce n'est pas la réponse face à cet antiracisme. Alors peut-être que Gérald Pichon, il y a peut-être un malentendu, ou Anthony Florent, quand vous vous exprimez, j'ai l'impression que certains auditeurs pensent que vous êtes dans l'autodéfense, le repli sur soi, sur la défensive, et d'une certaine façon que vous réagissez comme une minorité dans votre propre pays. Est-ce qu'il y a un malentendu ou pas ? Eh bien, nous réagissons comme une minorité dans notre propre pays parce que nous sommes en train de devenir une minorité. Aujourd'hui, en Île-de-France, 60% des naissances sont d'origine afro-maghrébine. Ça, il faut le savoir. Le peuple français de souche est en train d'être remplacé par plusieurs peuples d'origine du Maghreb et d'Afrique noire. Donc oui, nous sommes à l'heure actuelle dans une logique d'autodéfense, de repli. Mais pourquoi ? Parce que nous sommes attaqués. Mais évidemment, ce n'est que la première action, ce n'est que le premier pas. Une fois que, je l'espère, la génération identitaire aura des dizaines de milliers de militants, ce qui arrivera bientôt, je n'en doute pas une seconde, nous passerons évidemment dans une phase plus offensive de reconquête d'abord de nous-mêmes, de reconquête de nos identités, de notre culture, également dans une logique d'inciter les populations non assimilées à retourner au pays. Pourquoi ? D'abord et avant tout parce que ces personnes-là y ont intérêt eux-mêmes. S'ils expriment cette haine de la France, à mon avis, c'est qu'ils n'y sont pas très heureux et qu'ils seraient nettement mieux à être chez eux pour vivre leur identité chez eux. Oui. Non, ce qu'il faut bien Pascal dire, Lassalle. pour être clair, c'est que ce qui est devenu minoritaire, c'est la conscience de ce que nous sommes, ce que nous avons été, ce que nous devons redevenir en quelque sorte. Nous devons faire cette reconquête avant tout des esprits aussi, pour tomber dans une phase offensive, et en tout cas de diffuser une autre vision des choses et une vision du monde. Charles de Meyer. Moi, je rebondirai sur ce que vient de dire Pascal parce que ça me semble essentiel. Il faut reconquérir ce qu'on est. Est-ce qu'on peut reconquérir ce qu'on est en disant honnêtement que le racisme anti-blanc est identique à Chicago et à Maison Lafitte? Je ne pense pas. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'il faut le baser sur un axe national pour montrer que ça vient d'une problématique qui est foncièrement française, qui est... On est quand même dans un pays qui cultive la haine de soi et la critique de son identité. Les exemples allemands ou anglais cités juste avant... Parce qu'ils sont proches. Donc aux États-Unis aussi, on a Samuel Huntington qui avait montré qu'il y avait des phénomènes
relativement similaire, bien sûr, qui est au-delà des spécificités américaines quand même. Il y a aussi une mise en cause du modèle WASP qui, sans le dire, se basait quand même sur un ethnos qui était d'origine caucasienne, pour reprendre le terme employé aux États-Unis. Donc il y a aussi, bien sûr, il y a des différences dans ces problématiques, mais il y a quand même une dimension, planétaire aussi de ce phénomène. Les États-Unis vont peut-être un peu fausser notre débat. Restons en Europe, parce qu'on était parti de la France. On relativise, mais enfin, il y a quand même des phénomènes aujourd'hui. Une petite réaction, Julien Rochdy ? Non, mais moi je crains qu'on se batte contre des moulins à vent et qu'on tire à côté en ne parlant exclusivement que de racisme anti-blanc, parce que le français n'y entendra jamais quelque chose de clair. Parce que le français, qu'on le veuille ou non, et on peut le déplorer, pourquoi pas, c'est quelqu'un qui a construit son sentiment identitaire sur des choses allant au-delà de la simple couleur de la peau. Et avant tout, pour lui, c'est la culture. Vous verrez jamais un Français refuser quelqu'un de quelque couleur qu'il soit s'il est totalement assimilé à la culture française. On peut le déplorer, ce n'est pas le sujet ici. Simplement, je crois que si on veut aiguillonner le français pour qu'il réagisse et qu'il arrête de se faire envahir, il faut jouer sur la détestation qu'ont les autres pour sa propre culture et ce qu'il est, dont sa couleur de la peau, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on arrivera à le faire réagir. Si on se met d'un côté avec une stratégie de réserve indienne, en ne prenant comme unique déterminant que la couleur blanche, je crains que trop peu de Français nous rejoignent. Gérald Pichon, une réaction. Je voulais juste revenir sur le début de notre discussion pour peut-être caractériser ce qu'est puisqu'on commente beaucoup, mais on n'est peut-être pas allé au bout de cette caractérisation de ce qu'est le racisme anti-blanc aujourd'hui, pratiquement. Donc on a parlé de violence de la part de bandes ethniques, on a parlé de ce racisme anti-blanc un peu commercial, de l'oligarchie. Dans le monde de l'emploi aussi, il se caractérise. Je vais prendre un exemple. Vous allez dans n'importe quelle officine commerçante, le vigile est noir. Et souvent, il ne représente absolument pas la clientèle qui se presse dans ce magasin. Donc il y a une sorte de discrimination positive pour mettre des vigiles noirs, empêcher les vigiles blancs d'accéder à ce type de poste. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas être vigiles. Est-ce que ça, c'est des choses que vous analysez, le racisme anti-blanc dans le marché de l'emploi ? Oui, c'est un secret de polichinelle. La discrimination positive, qu'on appelle la discrimination positive, justement, sert à faire la promotion des populations afro-maghrébines. On va justement proposer des emplois dans des zones urbaines sensibles, des emplois par exemple comme l'année dernière, des emplois pour la SNCF, en sachant pertinemment que les personnes qui vont postuler seront afro-maghrébines. L'idée, c'est d'offrir justement pour cette oligarchie ce qu'ils appellent plus de diversité ethnique. Et ces personnes-là, Julien Rochdy, ils sont français aussi. Donc, s'ils sont français, comment voulez-vous Ils sont français à quel niveau ? Ils sont français, ils ont des papiers français. Ils ont la carte d'identité française. Parce que vous considérez que c'est avoir les papiers, ça veut tout dire, ça veut dire qu'il est totalement français. Pour moi, la nationalité, si, oui. Mais ils sont discriminés. Aujourd'hui, elle s'exprime comme ça. Mais par contre, ils sont discriminés par rapport à leur couleur de peau. Conque dit aujourd'hui, tout le monde, il est français. Même les extraterrestres. Tout le monde, il n'est pas forcément beau, voilà. On va préciser. Il nous reste quelques minutes à peine sur ce sujet du racisme anti-blanc. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole avant une seconde pause musicale alors que les messages des auditeurs arrivent? Alexandre Guimau, peut-être dans le micro, ça sera mieux pour nos auditeurs. Merci. Non, une simple petite remarque qui vient peut-être de notre volonté de refonder les bases de la réflexion dans les termes et dans l'utilisation de ces termes. Il faudrait faire attention, à mon avis, être extrêmement prudent avec le terme de racisme, puisque justement, comme l'expliquait Julien Rochdy, l'association entre français et blanc peut être difficile à faire. Et même si l'on arrive à la conclusion que ça revient plus ou moins à la même chose... Tout le monde l'a fait, justement. Oui, bien sûr. Tout le monde l'a fait dans l'inconscient, c'est cela. Il peut y avoir à la marge des personnes, bien sûr, comme le disait très bien le général de Gaulle, qui sait très bien qu'il y a des Français jaunes, noirs, toutes les couleurs que vous voulez... Mais la grande masse du peuple français reste blanc, de culture helléno-chrétienne, voilà. C'est comme ça.
Et dans les inconscients, même des gens qui sont nos plus fidèles opposants, si je puis dire, ceux qui nous attaquent sans arrêt et qui cherchent à changer de peuple, c'est comme ça. Et d'ailleurs, s'ils veulent changer de peuple, c'est qu'ils veulent changer à la fois la couleur de ce peuple et à la fois la nationalité de ce peuple, en essayant d'en faire une coquille vide, que le mot français ne veuille plus rien dire. Un auditeur intervient là-dessus, il insiste sur le laboratoire d'idées socialistes Terra Nova, qui a été dirigé par Olivier Ferrand, qui vient de mourir, et qui a théorisé ça, qui a théorisé ce changement de peuple et comment le Parti socialiste devait l'accompagner. Donc quand on parle de changement de peuple, c'est de changement de couleur de peau. Donc Et j'ajouterais, oui, que finalement leur projet est exactement le même, parce que non seulement ils veulent supprimer des nations homogènes d'un point de vue de la couleur de la peau, d'un point de vue racial, et en plus, avec cela, ils veulent aussi supprimer les nations. Ce qui veut bien dire que dans leur esprit, c'est exactement la même chose. Ils veulent une société multiraciale, multiculturelle, communautarisée à l'échelle mondiale. Ils veulent à la fois supprimer la France et supprimer aussi les Blancs. C'est pour eux, pour nos ennemis, c'est la même chose. Donc attaquons-les avec leurs propres armes, si vous voulez, sur leur terrain. Charles de Meyer, un petit mot de conclusion avant de passer à la seconde partie de cette émission. Un mot assez rapide. En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, le général de Gaulle reprend sa fameuse phrase sur l'unité française à Georges Bernanos dans Les grands cimetières sous la Lune. Et Bernanos termine sa citation en disant que la solution dans une France, c'est pas les termes, mais qui serait multiraciale et sans fondement, ça va provoquer l'avènement d'une France de manœuvres abruties. Et je pense qu'on devrait avoir cette réflexion-là, de dire que l'alliance objective entre la social-démocratie et le libéralisme le plus extrême, avec l'exemple de Pascal Nègre qui était très intéressant à ce sujet, montre bien qu'il faut combattre cette alliance objective et la dénoncer sur le racisme anti-blanc, mais sur toute une foule d'autres sujets. Et je crois qu'on a là un exemple typique de cette alliance objective. Anthony Florent, petit mot de conclusion, ou vous avez tout dit? Non, je dirais juste que effectivement être français, ça ne se résume pas à sa couleur de peau. Bien heureusement, l'identité française est bien plus riche et bien plus vaste, mais c'est quand même un élément de l'identité. Gérald Pichon, qui est donc l'auteur de Sale Blanc, tous ceux qui ont été intéressés par cette problématique, et vu le nombre de messages d'auditeurs et la richesse de cette discussion, je pense qu'il y en a beaucoup. Sachez qu'il sortira aux éditions Idées en janvier 2013. Je ne manquerai pas de vous donner de nouvelles informations lors de la sortie effective. Et donc je vous laisse conclure cette discussion par un petit mot, si vous le voulez bien. Ouais. Bon, j'invite tous les auditeurs à acheter mon livre à Idées Éditions justement en mi-janvier. Et voilà, merci.